décision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le CNRAO se présente comme une véritable avancée sanitaire où le cancer n'est plus un drame, mais une maladie chronique en Côte d'Ivoire. Inauguré le 18 décembre 2017 par le chef de l'État et ouvert aux populations depuis le 25 janvier 2018, cet hôpital est spécialisé dans la prise en charge des personnes souffrant du cancer. Ici, on propose une nouvelle approche incluant des thérapies spécifiques et sécurisées, une humanisation des soins et une politique sociale. Nous sommes ici aujourd'hui pour découvrir l'univers des héros de la lutte contre le cancer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission spéciale aujourd'hui qui nous permet d'être au CNRAO avec le premier responsable de l'établissement. Permettez-moi de vous présenter professeur Didi Kouko Koulibaly Judith. Professeur, bonjour. Bonjour Tata Naomi. Merci de nous permettre d'être avec vous. C'est moi qui suis honorée. On était pressés de découvrir l'univers des héros comme vous qui luttez contre le cancer. Alors dites-nous, qui êtes-vous véritablement ? Oh, c'est une question, je ne sais pas comment je vais y répondre. Juste parler de votre qualification, ça nous irait. Je suis Judith Didi Kouko Koulibaly, comme vous avez dit. Je suis médecin cancérologue. Je suis professeur titulaire de cancérologie à l'UFR Sciences Médicales d'Abidjan et j'ai l'honneur de diriger le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara d'Abidjan, CNRAO. Et apparemment, vous êtes la première femme à avoir ce titre. J'ai l'honneur, oui, d'être la première femme professeure titulaire de cancérologie de Côte d'Ivoire et d'Afrique subsaharienne francophone. Vous êtes un véritable exemple. Merci en tout cas de nous permettre d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Amen. Parlons donc de ce sujet qui dérange. Ce sujet qui désormais ne devrait pas être un drame, mais juste une maladie chronique parce que ça se soigne désormais en Côte d'Ivoire. Pourriez-vous nous parler des avancées récentes, le traitement du cancer ? Oui, je vous remercie. Le cancer a plusieurs modes de traitement. C'est pour ça que dans notre langage médical, on ne parle pas vraiment de traitement du cancer, mais de stratégie thérapeutique dans le cancer. Parce que la cellule du cancer, on l'appelle cellule maligne parce qu'elle a des comportements qui ne sont pas bien. Elle est rusée. Et donc, quand on apprend à comprendre sa ruse, on associe plusieurs types de traitements. Les uns avant les autres, ça peut changer. Aujourd'hui, ça peut être la chirurgie avant la chimiothérapie. Demain, c'est la chimiothérapie avant la chirurgie. L'histoire d'une personne n'est pas l'histoire de l'autre. Donc, c'est vraiment une stratégie parce que si on a l'occasion de parler un jour de ces ruses, on va simplifier le langage et puis parler de ces ruses pour que tout le monde comprenne en fait l'ennemi qu'on a en face. De telle sorte que les soignants soignent, les familles soutiennent et chacun en fonction de ses convictions va prier, en fonction de comment on voit cet adversaire. Donc, tous les moyens de traitement ont connu des évolutions. La chirurgie du cancer a connu des évolutions. La radiothérapie des cancers a connu des évolutions. La chimiothérapie a connu des évolutions, non seulement en termes de médicaments de plus en plus efficaces, mais de médicaments également pour mieux gérer les effets secondaires. Et en dehors de la chimiothérapie, il y a d'autres types de traitements qui sont nés, qu'on appelle des traitements ciblés, qui ne viennent pas remplacer la chimiothérapie, mais qui viennent les compléter. Et ce sont ces traitements-là qui ont permis de dire que le cancer se guérit de mieux en mieux. Et à défaut de guérison, là où avant, malheureusement, on pensait que c'était fini, aujourd'hui, on peut transformer en maladies chroniques comme le diabète, comme l'hypertension, des maladies avec lesquelles on vit, quand on ne peut pas en guérir. Donc le message, c'est qu'on peut guérir, mais il y a encore des situations où on ne peut pas guérir, on peut transformer en maladie chronique. Et il y a une nouvelle catégorie de traitement aussi dont je voulais parler, qu'on appelle immunothérapie. Je pense que vous avez beaucoup dû voir ce terme-là sur Internet. L'immunothérapie, ce sont des médicaments qui, eux, ne viennent pas tuer les cellules, mais viennent réveiller l'organisme. Oui, parce que en fait, le cancer, c'est une cellule qui se transforme, donc qui devient normalement une étrangère dans l'organisme. Or, l'organisme est programmé pour détruire tous les étrangers qui viennent. Vous voyez, par exemple, quand vous faites une infection, il y a de la fièvre. Mais la fièvre, ce n'est rien d'autre que la conséquence d'une bataille qui s'est passée dans l'organisme.
Quand il y a... Pour éjecter Pour éjecter l'étranger. Voilà. Quand des fois, il y a des furoncles ou bien il y a du pus, le pus, en fait, ce n'est que le cimetière des cellules qui se sont battues, les cellules de l'organisme et les étrangers. Donc, l'organisme, dès qu'il y a un corps étranger, il se bat pour le chasser. C'est quand il n'arrive pas qu'on est obligé d'emmener des médicaments. Mais le cancer, en fait, dans sa ruse, retire, si je peux m'exprimer ainsi, le boulon du logiciel qui le reconnaît comme étant étranger. Donc, il dit au corps, oh, ils sont en train de te dire que je suis étranger, c'est faux. Je ne suis pas étranger, on est ensemble. Quelle ruse! Oui. Et quand il dit ça, le corps ne se bat plus. Il n'y a que les médicaments qui viennent se battre. Et l'immunothérapie des cancers, ce sont des médicaments, en fait, qui viennent dire à l'organisme, attention, tu il y a vois, un étranger. il ment. Il n'est pas avec toi, c'est un étranger. Dès que l'organisme entend ça, immédiatement, il fait ce qu'il sait faire face aux étrangers. Et c'est ce qui fait que des fois, quand vous regardez des vidéos, vous voyez qu'il y a des gens qui ont eu des immunothérapies et tout ce qu'on voyait au scanner a disparu en quelques semaines parce que l'organisme a fait son travail. Donc, tous ces médicaments-là, ils sont plus efficaces des fois en association. Il n'y en a pas un qui vient remplacer l'autre. Mais en fonction de la... C'est ensemble. Et en fonction de la recherche, il y a ce qu'on appelle des protocoles. Soit on les associe entre eux, soit on les donne seuls. Et ça, c'est scientifiquement reconnu. Et tout le monde qui traite, toutes les personnes qui traitent le cancer respectent des règles scientifiques internationales. C'est incroyable. Cependant, plusieurs personnes s'inquiètent des effets secondaires. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Oui, c'est vrai qu'il y a des effets secondaires qui sont variables en fonction du type de médicament. Vous voyez, par exemple, l'immunothérapie dont je parle n'a pas les mêmes effets secondaires que la chimiothérapie. Mais les gens s'inquiètent beaucoup des effets secondaires de la chimiothérapie. Donc, avec votre permission, on va en parler un peu plus. Sûr. La chimiothérapie, vous savez, le cancer, ce sont des cellules qui se divisent de manière, on peut dire divisent ou multiplient, mais de manière anarchique et désordonnée. Notre organisme est programmé dans chaque organe, dans le sein, dans le foie, dans le poumon. Les cellules savent, elles savent qu'elles doivent donner régulièrement 2 enfants. Chacune connaît le rythme auquel elle doit donner ces 2 enfants. Donc chacune maîtrise son fonctionnement. Exactement, et c'est programmé comme ça. Quand la cellule devient une cellule du cancer, elle enlève les boulons des logiciels. Et elle a dit, oui, moi, chaque cellule doit donner 2 enfants. C'est comme ça que notre organisme se renouvelle. Elle a dit, oui, je donne 2 enfants. Mais là où vous dites de les donner tous les 2 jours, moi, je donne toutes les heures. Et elle rajoute, vous ne pouvez rien me faire. Wow. Donc, c'est comme ça que, non seulement elle est anormale, elle va donner ses 2 enfants plus fréquemment que les autres. Donc, à un certain moment, elle va occuper tout l'espace. Et quand elle n'aura plus de place, elles vont se mettre les unes sur les autres et ça va faire la boule. Attention, toute boule n'est pas un cancer. Merci. Toute boule n'est pas un cancer. Mais j'explique un peu comment elles se comportent. Et donc, quand elles vont se multiplier comme ça de manière désordonnée, on cherche comment les arrêter. La chimiothérapie est un des moyens. La chimiothérapie l'empêche de donner des enfants. Okay. Sauf que la chimiothérapie, en faisant ça, est efficace, mais elle n'est malheureusement pas intelligente, entre guillemets. Elle ne sait pas trier qui est cellule cancéreuse qui se divise et qui est cellule normale qui se divise. On lui dit, empêche de diviser, empêche-les de se diviser, elle empêche tout le monde de se diviser. Donc on reprend à 0? Non, à la différence que les cellules normales, elles reviennent très vite, elles se reconstituent très vite. Rapidement. Okay. Et les cellules malades n'ont pas le temps de se réveiller. C'est ce qui fait qu'on dit, quand on fait de la chimiothérapie, une séance tous les 21 jours, ou une séance tous les 14 jours, ou une séance toutes les semaines. C'est en fonction de la vitesse à laquelle les cellules se reconstituent, les cellules normales se reconstituent pour tel ou tel médicament. Voilà. Donc, pendant le temps où elles sont toutes tombées, on a des effets secondaires. Je prends l'exemple des cheveux. Vous voyez, quand on coupe les cheveux, même quand on n'est pas malade, la vitesse avec laquelle les cheveux repoussent, ça vous montre la vitesse à laquelle les cellules du cuir chevelu donnent leurs 2 enfants. Vous voyez, quand on se blesse dans la bouche, ça fait très mal, mais ça cicatrise très vite. Très vite. Or, la cicatrisation, ce n'est que le remplacement du trou qu'il y a eu quand il y a eu une plaie. Donc, le fait que ça cicatrise vite, ça vous montre la vitesse à laquelle les cellules de la muqueuse à l'intérieur de la bouche là se reconstituent. J'y avais jamais pensé. Voilà. C'est vrai.
Et donc, partout, tous les endroits où les cellules se multiplient vite en temps normal, ce sont ces organes-là qui souffrent plus quand on fait de la chimiothérapie. Et ce qui se passe pour les cheveux, c'est quoi? Les cellules jeunes qui sont en train de se préparer à remplacer celles qui vont mourir naturellement selon la programmation du corps, elles tombent sous le coup de la chimiothérapie. Quand la date de la mort des anciennes arrive, elles meurent, sauf qu'elles n'ont plus de remplaçant. Donc en fait, la chimiothérapie ne vient pas faire tomber les cheveux, mais comme elles ont tué les cellules du cuir chevelu, les cellules normales qui meurent, elles tombent avec les cheveux qui étaient dessus, mais il n'y a pas de remplaçant. Et c'est ce qui fait que pendant la chimiothérapie, on voit que le cuir chevelu devient nu. Et dès que la chimiothérapie se termine, les cheveux repoussent. Et ça repousse comme un bébé. Mais il n'y a pas que, bon, vous donnez l'exemple des cheveux, mais à l'intérieur, voilà, il y a plusieurs organes qui sont justement touchés, plusieurs cellules qui sont obligées de mourir. Exactement. Et de ne pas vite revenir à la charge vu qu'on est en traitement. Ce qui fait, il y a un défait. Très souvent, on entend les gens dire la chimiothérapie tue. Je vais vous dire que non, la chimiothérapie ne tue pas, mais je vais expliquer quelque chose. C'est important. Vous savez, si on se souvient un peu, même de ce qu'on a appris à l'école primaire, les globules blancs, c'est eux qui viennent lutter contre les microbes pour nous défendre. Parmi les cellules jeunes, il y a aussi les globules blancs jeunes qui sont tués par la chimiothérapie. Et eux aussi, ils se reconstituent avant la prochaine séance. Mais pendant le temps où ils sont bas, n'importe quel microbe qui n'aurait pas entraîné une infection grave chez quelqu'un ou qui n'aurait même pas entraîné de maladie parce que l'organisme se serait battu, pendant cette période où les globules blancs sont bas, quand la personne est exposée à des microbes, elle fait une infection. Or, l'infection se manifeste par quoi? La fièvre. Ce qu'on appelle le palu se manifeste par la fièvre. La grippe se manifeste par la fièvre. Malheureusement, en Afrique, quand des gens ont de la fièvre, ils disent qu'ils ont le paludisme. Il suffit qu'ils toussent un peu dessus, ils concluent que c'est la grippe. Les ravages de l'automédication. Exactement. Donc les gens font de l'automédication alors qu'il y a une infection qui est en train d'évoluer. Quand des personnes font la chimiothérapie, on leur dit toujours, dès que vous recevez la première goutte de chimiothérapie, ne faites plus d'automédication. Quand vous sentez des signes qui ressemblent au palu, on essaie de parler simplement comme la population parle. Quand vous voyez des signes qui ressemblent au palu, ça peut vraiment être le palu, mais ça peut être une infection. Donc, signalez, et puis vous allez faire votre prise de sang. On demande des prises de sang régulièrement. Si vos globules blancs sont normaux, vous avez le droit de faire le palu ou la grippe, comme tout le monde. Mais s'ils sont bas, là où vous êtes en train de prendre du paracétamol ou des traitements du paludisme, c'est des antibiotiques qu'il faut prendre. Mais malgré ça, il y a des gens qui font de l'automédication. Or, parce qu'il n'y a plus suffisamment de globules blancs, le microbe évolue à une vitesse beaucoup plus élevée que les autres fois. Donc, le temps de faire l'automédication, quand on se rend compte, quand il ne va pas bien, qu'il vient à l'hôpital, l'infection est très sévère. Et c'est l'infection qui, malheureusement, emporte des personnes. Donc, il ne faut pas faire d'automédication quand on est sous chimiothérapie. Voilà ce que je pouvais dire sur... Il ne faut même pas faire d'automédication à tout moment. Non, déjà, c'est sûr, c'est ce qu'on dit tous les jours. Mais comme malheureusement, les gens ne respectent pas, c'est pour cela qu'on dit que quand des gens font de la chimiothérapie, il ne faut pas... Déjà même, il ne faut pas faire d'autodiagnostic et d'automédication, comme on a dit. Mais malheureusement, une des grandes causes de décès, et je répète, malheureusement, quand des gens sont sous chimiothérapie, c'est parce que soit ils ont fait de l'automédication, soit on les a traités comme un accès palustre, comme autre chose, comme on traite naturellement quand on arrive dans un centre hospitalier. En Côte d'Ivoire, exactement. On va prendre des feuilles de Nîmes, du thé voilà, c'est ça. En plus, justement, des produits qu'on peut avoir en pharmacie, on a les médicaments traditionnels. Et bon, après, on oublie qu'on était véritablement sous traitement, suivi par des professionnels. Le meilleur comportement à avoir, c'est de signaler à chaque fois exactement. au médecin traitant ce qu'on a avant de prendre tel ou tel médicament. Exactement. Surtout quand on est face à une chimiothérapie, c'est beaucoup plus c'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment les infections sévères qui augmentent le risque de décès quand les personnes sont sous chimiothérapie. Parce que le plus souvent, devant la baisse des globules blancs, les signes se ressemblant,
les personnes les prennent comme un accéphalus, comme une grippe, et c'est ce qu'ils traitent au départ. Et quand ils arrivent à l'hôpital, des fois, l'infection est déjà trop avancée. Trop avancée. Alors, puisqu'on est en train de parler justement des patients que vous avez dans votre centre et du soutien, est-ce qu'au-delà des conseils que vous leur apportez, on a d'autres aspects pour les soutenir parce que c'est une étape difficile Oui. et c'est très éprouvant, il faut le dire, le Oui. traitement. Oui, il y a d'autres éléments. Vraiment, comme je le disais il y a quelques jours, de manière très humble, nous essayons d'apporter notre contribution. Mais notre contribution, en fait, la contribution que nous apportons, c'est juste la mise en œuvre d'une vision. Et la vision, ce n'est pas nous qui l'avons. La vision, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a, à travers le ministère de la Santé. Et la première chose, une des premières instructions que nous avons reçues pour aider la population dans cet hôpital de l'État, c'est qu'aucun traitement dans cet hôpital ne doit être retardé pour des raisons financières. C'est vrai, c'est un hôpital public. C'est vrai, tous les traitements ne sont pas gratuits. Mais donc tout le monde reçoit sa facture pro forma. Mais lorsque les personnes reçoivent leur facture pro forma, ceux qui ont les moyens vont payer. Ceux qui n'ont pas la totalité vont payer ce qu'ils ont. Ceux qui n'ont rien du tout pour commencer ne vont pas avoir leur traitement retardé. On commence le traitement de tout le monde. Et ceux qui ne peuvent pas ont la possibilité de voir l'assistante sociale pour solliciter un paiement différé. Ça veut dire que vous pouvez payer quand vous pouvez. Et en plus, des garanties? Oui. Et en plus de ça, vous pouvez payer par fractionnement. Si vous ne pouvez pas payer, si vous nous dites, je peux payer au bout de 3 mois, mais je ne peux pas payer la totalité, on vous demande comment vous voulez payer. Quand vous donnez un montant, vous discutez avec le service de recouvrement, et quand vous convenez ensemble d'un montant, c'est à partir de la date où vous avez fait la promesse de payer qu'on va vous relancer pour le paiement. Et ça, par exemple, c'est le premier élément. Indépendamment de cela, l'État de Côte d'Ivoire a pris beaucoup de personnes en charge financièrement dans cet hôpital, à plus de 2 milliards de francs CFA depuis l'ouverture. C'est un hôpital qui a été inauguré par le président de la République le 18 décembre 2017 et qui a ouvert ses portes à la population le 25 janvier 2018. Depuis l'ouverture, Ça fait 6 ans? Ça fait 6 ans, voilà. Et donc, les prises en charge financières, beaucoup de gens pensent que c'est l'hôpital qui les délivre. Non, ce n'est pas l'hôpital qui les délivre. Une prise en charge, la personne qui prend en charge est en train de dire à l'hôpital, faites-moi parvenir les factures de cette personne, c'est moi qui vais les payer. Donc nous, ce qu'on fait pour aider la population, c'est qu'on ne retarde pas le traitement. Si quelqu'un sollicite une prise en charge, ce n'est pas auprès de l'hôpital, c'est auprès de toutes les structures vers lesquelles il peut se diriger. Et lorsque la prise en charge est accordée, au moment du recouvrement, c'est cette structure qui va payer les factures. Et les personnes qui n'ont pas pu obtenir de prise en charge vont honorer leurs factures en fonction de ce qu'ils ont proposé comme fractionnement. Et donc, je vous disais qu'en plus d'avoir permis à la population de ne pas avoir son traitement retardé, l'État a pris en charge vraiment Nous avons reçu, depuis l'ouverture de l'hôpital jusqu'à fin juin 2024, plus de 12 000 nouveaux patients, nouvelles personnes arrivées dans cet hôpital. Nous avons réalisé 63 875 consultations et l'État a pris énormément de personnes en charge dans cet hôpital, comme je vous disais, pour des montants supérieurs à 2 milliards de francs CFA. Énorme. Oui. Et à côté de ça, nous sollicitons des donateurs. Nous leur disons, l'État a fait sa part. L'État a mis en place un hôpital public qui a tout le confort, qui a un plateau technique avancé avec des spécialistes qui sont formés. L'État permet que les gens n'aient pas leur traitement retardé. L'État accorde des prises en charge, mais malgré ces efforts, l'État, il y a des patients qui ne peuvent pas faire face à leurs factures. Est-ce que dans le cadre de la responsabilité sociétale, vous pouvez apporter votre appui? Et on a des personnes qui font des dons pour aider des patients qui ne peuvent pas payer leurs factures. Et comme nous avons un service social, c'est là-bas que les enquêtes se font. Donc l'assistante sociale, quand nous recevons un don, elle va sortir la liste des personnes qui l'ont contactée
Elle est allée faire des enquêtes à domicile dans l'environnement des personnes. Elle a une histoire qu'elle raconte. Elle a un montant en face. Et nous, on dit, ah, on peut donner une partie ou on peut donner la totalité. Et on écrit à la personne en disant, telle structure, telle personne a pris en charge votre facture. Et on essaie de faire le point à ces structures ou à ces personnes ou à ces fondations ou à ces associations qui nous font des dons. Et donc, ça, c'est le premier aspect financier. Et je voudrais vraiment dire toute ma reconnaissance à toutes ces structures qui nous font des dons. Et récemment, vous avez vu que le 17 janvier dernier, très spontanément, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Président du Conseil économique et social ont spontanément fait des dons. Ils ont été suivis par Madame la ministre de la Culture et par Monsieur le maire de Cocody et par plusieurs autres personnalités. Mais je ne veux pas oublier toutes les personnes qui nous faisaient des dons également avant. Donc ça, c'est le premier volet de réponse par rapport à l'aide en dehors des soins qu'on apporte. Le deuxième volet, ce sont les traitements dits non spécifiques du cancer. C'est-à-dire tout ce qu'on fait pour aider la personne qui a le cancer et sa famille à supporter au mieux ce passage difficile. Nous savons qu'aujourd'hui, on peut en guérir, mais nous savons aussi que c'est difficile. L'annonce d'un cancer est difficile. Le traitement du cancer est difficile. Vous savez, on a parlé des effets secondaires tout à l'heure. Il y a des fois de la douleur. C'est difficile. Des fois, quand ce n'est pas bien pris en charge, c'est vrai qu'en Afrique, quand on dit pris en charge, la population va toujours finance. Donc, nous, en médecine, quand on dit pris en charge, on parle du traitement. Quand on ne s'est pas bien occupé de ce volet-là, il y a des personnes qui abandonnent, même quand elles ont leurs moyens. C'est douloureux. Regardez, même quand on n'a pas un cancer, chacun de nous, quand on a mal à la dent, regardez comment on souffre. À plus forte raison, quelqu'un qui a un cancer, la douleur est plus intense. Et des fois, elle est plus longue. Elle est difficile à calmer. Donc, il y a des soins qu'on appelle des soins d'accompagnement qui permettent de mieux prendre en charge, de mieux s'occuper de ces symptômes-là. Il y a des personnes qui ont un cancer, qui ont des plaies, qui sont chroniques. Vous voyez, une plaie, ça fait mal. Mais avoir une plaie pendant 3 mois, 4 mois, on doit faire des pansements tous les 2 jours. Les pansements sont douloureux. Donc, il y a des stratégies à mettre en place pour permettre que les pansements soient le moins douloureux possible. Il y a aussi la souffrance morale. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je souffre? Est-ce que je vais vivre? De toute façon, eux, ils disent qu'on guérit le cancer, mais c'est leur travail. S'ils ne disent pas ça, ils vont dire quoi? Donc, les gens, ils ne nous croient pas. Ça fait mal parce que c'est vrai qu'on peut guérir du cancer. Mais on comprend aussi parce qu'on est humain, qu'ils ne croient pas. Et comme je dis souvent à mes collègues, quand les gens ne nous croient pas, ils ne nous ont pas insultés en fait. Ils ont peur, ils se demandent est-ce qu'on est en train de les flatter. Donc quand c'est comme ça, on prend d'autres personnes qui sont passées par là pour rendre leur témoignage. L'objectif, ce n'est pas qu'on nous croie nous. L'objectif, ce n'est pas nous. L'objectif, c'est que la personne en face de nous soit en paix. Donc si on doit demander à quelqu'un qui est passé par là de lui dire que ce qu'on dit est juste, on va le faire. Mais on a une psychologue clinicienne qui conduit toute une équipe qu'on appelle l'équipe de l'unité d'accompagnement chez nous. Donc il y a des consultations de psychologie, des consultations d'esthétique. On a parlé d'effets secondaires esthétiques, surtout les femmes. Des fois, les ongles sont abîmés suite à la chimiothérapie. En plus des cheveux, la peau, des fois, noircit un peu plus que d'habitude. C'est des femmes qui, c'est vrai, on leur dit qu'elles vont guérir, mais pendant tout le temps du traitement, elles n'arrivent pas à sortir. Ce n'est pas normal. Nous, on estime que ce n'est pas normal. Et les autorités nous ont dit, faites tout ce qu'il y a à faire. Donc aujourd'hui, on fait de la socio-esthétique en cancérologie dans l'hôpital. Tous les soins de socio-esthétique sont gratuits parce qu'on sait que les autres traitements coûtent déjà suffisamment cher. Il y a des groupes de parole qui sont des espaces d'échange entre personnes qui ont le cancer avec une psychologue et des médecins. Les parents aussi ont leur groupe de parole. On ne les met pas ensemble parce qu'on estime que les personnes de la famille ont des préoccupations qui sont différentes. Ils ne vont pas oser en parler devant la personne qui est malade. Donc nous, ici, on organise des groupes de parole des proches et des groupes de parole des patients. On organise également du sport. On a une coach qui fait du sport. Malade, là, on peut faire le sport? Oui. C'est quand on est en rémission? Non, on peut faire du sport parce qu'il a été démontré scientifiquement que la pratique régulière d'un sport diminue les effets secondaires de la chimiothérapie.
Et quand on finit le traitement, la pratique régulière d'un sport aussi aide à réduire le risque de rechute. Parce qu'il y a un risque qui existe après le traitement. Et donc, le sport que nous faisons ici, il est plus thérapeutique que seulement ludique, mais on le fait dans un esprit vraiment jovial, tout ça. On donne également, il y a des consultations de nutrition. Et aujourd'hui, nous avons un centre de nutrition qui nous a été offert par la Fondation SIFCA et qui s'appelle le Centre de nutrition Dominique Ouattara. Et nous avons eu l'honneur de le voir inauguré par son Excellence Madame la Première Dame elle-même le 22 mai 2024 dernier. Donc on faisait des consultations de nutrition, on faisait des ateliers de nutrition dans notre salle de conférence pour aider les personnes à savoir quoi manger, parce que des fois la chimiothérapie fait perdre le goût des aliments. On perd tout finalement avec la chimio. Voilà. La radiothérapie, quand c'est dans cette zone aussi. Donc la nutritionniste va non seulement conseiller les nutriments qu'il faut pour avoir les protéines dont on a besoin pour que les médicaments restent efficaces, mais donner des astuces, des recettes pour que ça puisse passer si on est dans une période où c'est que le semi-liquide qui passe. Comment transformer ça en semi-liquide? Comment donner du goût? Voilà, ce sont les conseils qu'on essaie de donner. Et depuis le centre de nutrition, justement, on fait des ateliers. En ce moment, je suis en train de vous parler, il y a un atelier de nutrition qui est en train de se passer. J'espère qu'ils permettront qu'on puisse... J'espère, oui, que les dames... Voilà. Tout le monde n'accepte pas forcément de dire que je souffre du cancer. Pourtant, de façon anodine, on peut dire « Ah oui, j'ai la tension, ah oui, j'ai le diabète. » C'est ça. On peut dire, mais dès qu'on parle de cancer, on a un peu peur. On en parle un peu plus, mais il y a encore des personnes qui n'en parlent pas dans leur environnement parce qu'elles ne souhaitent pas qu'on les considère comme des personnes, permettez-moi le terme, morts ambulantes. Des fois, quand des personnes dans un environnement annoncent qu'elles ont un cancer, finalement, dès qu'elles... Voilà, non seulement on va les prendre en pitié, mais quand elles arrivent quelque part, tout le monde se tait. Les gens parlent, dès qu'elles arrivent, tout le monde se tait. Que ce soit en milieu professionnel, ou en milieu familial, ou dans la société. Ça n'aide pas. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas envie de dire. Et ces personnes-là, elles croient qu'elles vont guérir, mais elles ne souhaitent pas être vues. Parce qu'elles se disent, ce n'est pas le moment que les gens sachent que j'ai cette affection. Et on essaie de les aider. On essaie de les aider dans ce cheminement. Donc, voilà, c'est avec cette unité d'accompagnement, on fait également de la kinésithérapie. Et on a une cabine également de socio-esthétique qui nous a été offerte par la Fondation L'Oréal, quand ils se sont rendus compte qu'en Afrique subsaharienne, il y a un hôpital public que l'État a mis en place, dans lequel l'État permettait de faire de l'esthétique. Ils nous ont dit, on a vu ça seulement en Europe, en Occident, et en Afrique, c'est seulement en Afrique du Nord qu'on le voit. Et quand ils se sont rendus compte que c'était vrai, parce qu'on le faisait avec nos moyens, ils ont dit au ministère de la Santé, on ne peut pas vous continuer, voilà, on peut pas vous laisser continuer seul cette initiative, on vous accompagne. Donc aujourd'hui, dans l'hôpital, on a une cabine d'esthétique entièrement équipée. On a un espace cheveux, un espace tricologie, on a une tricologue qui passe. On a un espace esthétique, on a une pharmacienne qui est socio-esthéticienne et qui fait des consultations d'esthétique. Et on a eu l'honneur d'organiser la formation des 11 premières socio-esthéticiennes en cancérologie d'Afrique subsaharienne, ici dans cet hôpital en 2019. Donc certaines parmi elles travaillent ici au centre. Elles sont formées à la particularité de l'esthétique chez quelqu'un qui a un cancer. Donc on a beaucoup d'esthéticiens et d'esthéticiennes qui ont un très grand cœur, qui apportent leur aide aux personnes atteintes de cancer. Mais il est bon d'être formé sur les particularités de la problématique de la peau, du visage, des cheveux quand on a un cancer. Donc notre tricologue, si on ne peut pas empêcher les cheveux de tomber, elle fait un diagnostic de cuir chevelu, de la kinésithérapie de cuir chevelu, des massages de cuir chevelu. Elle donne des conseils. C'est vrai qu'elle ne conseille pas beaucoup les perruques à cause de certains effets sur la peau, mais elle conseille certains bandeaux. Bon, en fait, elle donne des conseils pour rester belle, malgré la chute des cheveux, pour celles qui veulent couvrir et celles qui veulent rester aussi avec le cuir chevelu nu. Elles le peuvent parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont belles. On a vu ma fille, Nadia. Voilà.
Et donc, plusieurs autres femmes derrière. et plusieurs autres femmes, voilà. Et donc voilà. Et on a également l'esthétique, justement, avec des conseils sur la peau, sur le visage. Et là, dans le cas d'Octobre Rose, on a un atelier sur comment faire sa crème soi-même. Très bien. Avec les personnes atteintes de cancer. On a parlé du cancer. Oui. Mais on est quand même en octobre. Oui. Le cancer du sein. Pour ne pas y arriver, justement. Pour ne pas avoir forcément à une chimiothérapie ou un traitement assez lourd. La prévention. Comment on l'a fait, cette prévention? Dans le cas du cancer du sein, on parle plutôt du dépistage. C'est-à-dire que le dépistage, c'est aller se faire examiner alors qu'on est en parfaite santé. Beaucoup de gens pensent que le dépistage, c'est se faire examiner dès qu'on a les premiers signes. C'est bien de se faire examiner dès qu'on a les premiers signes, mais ce n'est pas le dépistage. Le dépistage, c'est je ne sens rien et je m'en vais faire un contrôle. Et la médecine dit que lorsqu'on découvre quelque chose par un dépistage, c'est tellement petit que sur 10 femmes, 9 peuvent en guérir. Donc on n'est pas obligé, quand on les opère, d'enlever tout le sein. C'est pour ça qu'on dit que l'ablation n'est pas obligatoire. Beaucoup de gens pensent que le traitement du cancer du sein, c'est forcément l'ablation du sein. Non, ce n'est pas vrai. En fait, le cancer, c'est comme un crabe. L'image du cancer au niveau scientifique, c'est comme un crabe. Moi, je ne crois pas au signe zodiaque, mais ceux qui y croient, quand ils regardent le signe cancer, vous voyez, c'est le crabe qui est à côté. C'est à cause de la maladie. La boule qu'on touche ou qu'on voit au scanner, à l'IRM, ce n'est que le corps du crabe. Il n'y a aucun œil qui peut voir les pattes du crabe. Il n'y a aucun doigt qui peut palper les pattes du crabe. Il n'y a aucune radio sur la Terre, je n'ai pas dit en Afrique, sur la Terre, qui est capable de voir les pattes du crabe. La seule personne qui est habilitée à voir les pattes du crabe, c'est le spécialiste en médecine qu'on appelle l'anatomopathologiste. C'est lui qui regarde au microscope quand on fait un prélèvement ou quand on opère. C'est le seul qui est habilité à dire que les pattes sont dans ce que vous m'avez envoyé, dans ce que vous avez opéré. Donc, quand on opère un cancer, tous les chirurgiens le savent et ils le font bien. Ils savent qu'ils doivent enlever une boule, mais ils doivent enlever un espace qui paraît normal, autour de la boule. Ils savent que les pattes sont dedans. Et tous les chirurgiens dans leur formation ont la distance qu'ils doivent respecter entre la boule et la fin de leur chirurgie. Le gynécologue qui opère un cancer du sein, il connaît, il sait l'espace qu'il doit prendre autour. Le chirurgien digestif qui opère un cancer de l'intestin, il sait. Donc, quand la boule est grosse, le chirurgien qui n'enlève que la boule, il sait très bien qu'il n'aura pas opéré tout le cancer. Donc, il ne va pas enlever seulement la boule. Tous les chirurgiens le savent et ils le font bien. Ils vont enlever la boule et l'espace normal autour. Donc, si la boule est grosse et que l'espace normal autour doit être enlevé en plus de la boule, ça fait qu'on est obligé d'enlever tout le sein. Mais quand la boule est petite, quand on l'enlève et qu'on enlève l'espace normal, le sein est encore là. C'est pour cela qu'on dit que découvert tôt par un dépistage, le cancer du sein non seulement peut être guéri dans 9 cas sur 10, mais l'ablation du sein n'est pas une obligation. Et je rajoute, dans certains cas, la chimiothérapie même n'est pas une obligation. Parce que la chimiothérapie, elle vient lutter contre un risque que la maladie se généralise. Donc quand la tumeur est petite et que ce risque, selon certaines données scientifiques, est faible, on ne fait pas de chimiothérapie. On fait la chirurgie, on fait la radiothérapie pour éviter que la maladie ne rechute sur place. Mais comme le risque qu'elle a ailleurs est faible, on ne fait pas de chimiothérapie. Donc le dépistage est capital et c'est un cri de cœur. C'est vraiment un cri de cœur. À partir de 20 ans, le dépistage, c'est 3 choses. Beaucoup de gens pensent que le dépistage, c'est seulement la mammographie. La mammographie a un rôle capital. Mais le dépistage, il faut retenir que c'est 3 choses. À partir de 20 ans, il faut s'examiner les seins soi-même. Que ce soit les femmes ou les garçons? Non, les femmes. Seulement les femmes? Les femmes. Comme le dépistage, c'est rechercher quelque chose de caché. Les hommes peuvent faire un cancer du sein. C'est rare, mais ça existe. Mais ils ne sont pas concernés par le dépistage parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose de caché. Mais on leur dit que quand ils sentent quelque chose au niveau du sein, ce n'est pas forcément un cancer, mais il faut qu'ils aillent consulter. Voilà.
Donc, pour revenir au dépistage chez la femme, à partir de 20 ans, une femme doit s'examiner les seins soi-même. Et toujours à partir de 20 ans, il faut quand même envisager, dans l'idéal des cas, 2 fois par an, d'aller voir un professionnel de la santé pour qu'il examine les seins. Ça peut être un médecin généraliste, ça peut être un médecin spécialiste, ça peut être une sage-femme pour examiner les seins. Si vraiment on ne peut pas le faire 2 fois dans l'année, il faut le faire au moins 1 fois dans l'année. Ça, c'est la deuxième chose, toujours à partir de 20 ans. Et on fait tout ça régulièrement jusqu'à 44 ans. À partir de 45 ans, on rajoute à tout ça la mammographie qui est la radio des seins. Et cette mammographie, on la fait tous les 2 à 3 ans. On la fait pas. Il n'est pas trop de rayons, ça peut donner d'autres maladies. Donc, il faut respecter les règles. Quand on ne sent rien dans le sein et qu'un professionnel de la santé a examiné les seins qui n'a rien senti, quand on n'a pas 45 ans, il ne faut pas faire de mammographie. Sauf quand il y a un risque familial. Ce sont des cas exceptionnels. Le médecin saura. Mais ce sont des cas exceptionnels. Mais il ne faut pas faire de mammographie avant 44 ans. Si la personne ne ressent rien et que les professionnels de la santé qui l'ont examiné n'ont rien senti. N'ont rien suspecté. Voilà. Par contre, quand le professionnel a examiné que la personne, ou bien que la personne a des signes, là, on fait la mammographie à partir de 30 ans. En dessous de 30 ans, il faut faire l'échographie du sein, parce que la mammographie en dessous de 30 ans n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, le sein est fait de chair, ce que nous on appelle les glandes, et puis de graisse. Plus on est jeune, plus il y a de chair. Plus on prend de l'âge, plus il y a de graisse. La graisse, elle apparaît gris ou noir à la radio. La chair, les glandes, c'est blanc. Donc avant 30 ans, quand les seins sont fermes, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de chair. Bon, la chair apparaît blanche à la mammographie. S'il y a une boule, elle apparaît blanche. Blanc sur blanc, on va répondre mammographie normale, ça ne sert à rien. C'est pour cela qu'avant 30 ans, s'il y a quelque chose, on demande une échographie du sein. On pourra voir ce qu'il y a. À partir de 30 ans, on peut demander une mammographie. Ça, c'est quand il y a quelque chose. Mais le dépistage, dans le vrai sens du terme, je ne sens rien, je vais à l'hôpital, le professionnel de la santé n'a rien trouvé, pas de mammographie tant qu'on n'a pas 45 ans. Bien noté. Et quand c'est découvert tôt, comme vous l'avez dit, on peut justement avoir un traitement moins lourd, Exactement. moins pesant. Et on recommande, on conseille à tout le monde justement de pouvoir s'y mettre et de demander même aux hommes de le faire, d'accompagner leurs sœurs, leurs épouses, leurs Exactement. fiancées. C'est important parce qu'on se dit on a le temps et puis brusquement on n'a pas vraiment le temps. Oui, c'est ça. Et puis il ne faut pas seulement attendre octobre. C'est ça. Au-delà d'octobre, il faut faire son dépistage. Nous, ici au centre, sur instruction de Monsieur le ministre de la Santé, nous avons, en plus des services de soins, nous avons ouvert un service de prévention et de dépistage des cancers. Pour le cancer du sein, du col de l'utérus, de la prostate, du côlon, du rectum. Et si le dépistage, on a un appareil pour retrouver le virus du cancer du col de l'utérus, c'est la nouvelle recommandation de l'OMS. Et s'il se trouve que la personne a besoin de faire un autre examen qui ne se fait pas ici, nous avons une conciergerie avec laquelle on peut organiser les rendez-vous pour les personnes. Voilà. On travaille avec les hôpitaux publics et privés en fonction des souhaits des personnes. On leur donne le coût le moins élevé et la date, le rendez-vous le plus proche et le coût. C'est à eux de choisir. Et quand ils se rendent dans l'hôpital pour faire leur examen, ils vont payer en fonction du coût de cet hôpital. Et nous, on a un système de navette où on va chercher les résultats. On les ramène au médecin. Et quand on les appelle, c'est juste pour leur donner rendez-vous avec le médecin. Ça évite les déplacements pour aller prendre un rendez-vous, pour aller chercher le résultat, pour revenir ici chercher le rendez-vous. Professeur, le centre est accessible à tous, mais qu'est-ce que vous avez déjà réussi en matière de guérison? Non, on ne dit pas encore la guérison, en matière de rémission. Je vous remercie. Vraiment, je pense que c'est la grâce de Dieu. 3 ans, en 2022, on avait fait un travail. Vous savez, vous avez parlé de guérison tout à l'heure. Effectivement, en cancérologie, on n'utilise pas le terme guérison avant 10 ans de surveillance sans rechute. Parce qu'il y a un risque de rechute qui est plus élevé les 5 premières années et puis qui s'estompe après. Aujourd'hui, avec l'évolution de la cancérologie, certains pays annoncent la guérison après 5 ans.
Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons choisi de jouer la carte de la prudence encore et de garder les 10 ans. Mais c'est bien parce que des gens ne récidivent pas qu'on dit qu'ils peuvent être guéris. Il y a des personnes en Côte d'Ivoire. Le CNRAO n'a pas 10 ans d'existence. Donc, quand le CNRAO parle de ce qui s'est fait, le CNRAO ne peut pas utiliser le terme guérison. Mais en médecine, lorsque la période pour utiliser le mot guérison n'est pas encore arrivée, on utilise un terme qu'on appelle la survie. À 3 ans, à 5 ans, voilà. Ça veut dire, si on parle de survie à 3 ans, ça veut dire combien sur 100 personnes, au bout de 3 ans, combien ont pu être sauvés par la grâce de Dieu. En 2022, quand nous avons présenté ces chiffres, nous avons vu que les patients suivis au CNRAO, pour les patients suivis au CNRAO, le risque de décès par cancer du sein avait été réduit de 25%. Le CNRAO a commencé à fonctionner en 2018. Et l'étude s'est faite jusqu'en mars 2022. Par la grâce de Dieu, le risque de décès par cancer du sein avait été réduit de 25%. En 4 ans. Sans différence entre les personnes, qu'on ait de l'argent, qu'on n'en ait pas, qu'on en ait un peu. Il y a des chiffres scientifiques qui montrent qu'il n'y a pas de différence entre les 3 groupes. Et on a atteint ces chiffres scientifiques-là. Là, cette année, on a voulu dire à l'État, vous avez offert cet hôpital à votre population. Quel a été l'impact au bout de 5 ans? Au bout de 5 ans, sur 12 160 personnes qu'on a reçues, pendant les 5 premières années, on a reçu 1534 personnes qui avaient un cancer du sein, hommes et femmes confondus. La survie à 5 ans, c'est-à-dire le nombre de personnes qui, par la grâce de Dieu, ont été sauvées, après 5 ans, sur 100 personnes, il y en avait 63. En 2017, il y en avait 30 après 5 ans. Et là, c'est énorme. Oui. Et 63, c'est quand on prend toutes les personnes, que ce soit celles qui sont venues tôt ou celles qui sont malheureusement venues tard. Mais lorsqu'on a pris le sous-groupe des personnes qui sont venues tôt, c'est 85 femmes sur 100 qui ont pu être sauvées par la grâce de Dieu. Les chiffres de la communauté scientifique internationale font état de 89 à 100 femmes sur 100 qui sont sauvées après 5 ans. Et par la grâce de Dieu, nous sommes à 85 pour les personnes suivies dans cet hôpital. Et encore une fois, sans aucune différence scientifique, prouvée scientifiquement, entre les personnes qui n'ont pas d'argent du tout, les personnes qui en ont juste un peu et les personnes qui en ont beaucoup. Donc le CNRAO n'est pas un hôpital pour les riches comme on entend dire. Non. Le traitement du cancer coûte cher, mais l'État a mis en place des dispositions pour que personne ne rentre dans cet hôpital et ne ressorte pour dire « je ne peux pas me soigner parce que je n'ai pas eu d'argent ». Mais ce qu'on demande à la population et aux familles, quand vous faites des promesses, il faut pouvoir les tenir pour qu'on ne soit pas obligé d'arrêter ces actions sociales pour les personnes qui viennent après. Et quand un cancérologue est dans un pays où l'État met 80 milliards à la disposition de la population, vous ne pouvez qu'être reconnaissant à Dieu pour les autorités. Parce que c'est lui qui met le vouloir et le pouvoir. C'est lui. C'est lui. Vous ne pouvez qu'être reconnaissant. Et ça, c'est national. Ça, ce n'est pas que le CNRAO. Voyez? Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à dire oui, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça. Mais je pense que si on valorise nos acquis et qu'on se met ensemble, quand moi je soigne quelqu'un et que la personne s'arrête parce qu'elle n'a pas d'argent, je peux passer la main à l'hôpital où on peut la traiter bien qu'elle n'ait pas l'argent, le temps qu'elle trouve l'argent. Et quand elle trouve, elle repart. Si on se met main dans la main, on va booster. On va booster j'étais tentée de dire les résultats face au cancer, mais je ne veux pas parler de résultats. On va réussir vraiment cette bataille contre le cancer. Et on va se battre ensemble pour avoir les acquis, pour pouvoir avoir ce qui reste encore à avoir. Il n'y a pas meilleure conclusion que ce que vous venez de dire. On ne peut qu'être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il nous permet d'avoir. Merci pour les autorités. Merci au chef de l'État qui permet d'avoir ce centre et tout ce dispositif sur l'étendue de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Mais à vous, professeurs, on voudrait dire merci. Merci à vous. Merci à votre équipe. Merci d'accepter d'être là pour toutes ces personnes qui souffrent, qui sont mal,
et qui se disent qu'on a tout perdu, mais vous réussissez à leur donner de l'espoir et vous les accompagnez vers la voie de la guérison. Merci pour votre engagement. Merci, professeur, pour le soutien communautaire dans la lutte contre le cancer. Sur ce, docteur, on voudrait dire à tout le monde qu'il y a encore de l'espoir pour les malades du cancer. Pour un traitement efficace, c'est encore possible. N'hésitez pas à venir au CNRAO. Nous exhortons les populations à se faire aussi dépister. C'est important. En tout cas, à toutes et à tous, meilleure santé. Il n'y a que la santé qu'on pourrait avoir pour réussir à relever tous les autres défis. Que Dieu nous garde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.